Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental, l'énoncé de problème. On va voir ensemble comment passer d'une description qui est, disons, un peu floue à quelque chose d'une précision chirurgicale. Allez, c'est parti! On a tous déjà entendu ça ou une phrase du même genre. Notre qualité, c'est pas super. Honnêtement, c'est le type de commentaire qui est frustrant au plus haut point parce que, dans le fond, ça ne veut absolument rien dire. C'est quoi? Pas super? On parle de la qualité hier, l'année passée. Le problème, il est dans un seul bureau ou dans tous les bureaux. Sans ces détails, c'est impossible d'agir. C'est juste une perte de temps pour tout le monde. Mais ce flou, ce n'est pas juste énervant. Ça coûte cher, vraiment cher, en temps, en argent et en ressources gaspillées. Pensez-y. Un problème qui est mal défini, ça mène à quoi? À des efforts inutiles, des débats qui n'en finissent plus et, au bout du compte, aucun progrès. Zéro. C'est pour ça que dans des approches comme le Six Sigma, on exige une précision chirurgicale. L'idée, c'est de braquer un projecteur tellement puissant sur le problème qu'il ne peut plus se cacher nulle part. Et ça nous amène à un principe fondamental qui va nous guider tout le long. Un problème qui est bien défini est déjà à moitié résolu. C'est vraiment la clé qui permet de passer de la frustration à l'action concrète. Pour y arriver, il faut adopter une nouvelle mentalité. Fini de se plaindre du problème, on commence à enquêter. On devient une sorte de détective, froid, clinique, à la recherche de faits, rien que des faits. D'ailleurs, en Six Sigma, les problèmes sont vus comme une fonction mathématique. Y est fonction de X. Le problème, c'est le Y. Il est le résultat d'une ou de plusieurs causes, les X. Notre job, c'est de trouver le bon X, la fameuse cause racine. Et pour ça, on se base sur des faits, pas sur des impressions ou des sentiments. Bon, c'est bien beau la théorie, mais comment on fait en pratique? Eh bien, il existe un cadre de travail, un outil simple mais incroyablement puissant pour amener de la clarté dans n'importe quel problème. Un bon énoncé de problème, ça doit répondre à ces 5 questions-là. C'est où que ça se passe? C'est quand? Quel processus est touché? Comment est-ce qu'on mesure le problème? Et surtout, la question qui est dessus. Ça coûte combien? En temps, en argent, en satisfaction client? Ces questions, c'est la base pour être certain de rien oublier. Regardez la différence ici, c'est le jour et la nuit. À gauche, un problème flou en Ohio qui coûte 9 000 $, on ne peut rien faire avec ça. À droite, c'est précis. Le problème est à Jacksonville, en février 2015, ça touche la vitesse de réponse au téléphone et ça coûte 200 000 $ par mois. Ah! Là, on a une base solide pour commencer à travailler, on sait exactement où, quand et quoi aller investiguer. Maintenant qu'on a le cadre, il faut faire attention aux pièges classiques. Pour vraiment maîtriser l'art de l'énoncé de problème, il y a 2 règles d'or, 2 principes à ne jamais, jamais oublier. La première règle, on remplace les adjectifs par des données. Des mots comme souvent, mauvais, lent, c'est subjectif. Ça doit disparaître au profit de chiffres, de faits. Il faut créer ce qu'on appelle des définitions opérationnelles, des définitions claires que tout le monde comprend de la même façon. Cette citation-là, Buck and a Quarter, peut sembler un peu étrange, mais elle est au cœur d'un exemple absolument parfait de ce qu'est une définition opérationnelle. L'histoire, ça vient d'une compagnie de location d'auto. Un agent a défini une bosse, un dent, comme étant n'importe quoi de plus grand qu'une pièce de 25 cents, et une égratignure, un scratch, comme étant ce qui est plus long qu'un billet d'$1. C'est brillant, c'est simple, c'est visuel et ça enlève toute ambiguïté, autant pour l'employé que pour le client. C'est ça, une définition opérationnelle. La deuxième règle d'or est capitale. Un énoncé de problème ne doit contenir aucune cause et aucune solution. C'est l'erreur la plus commune. On a tellement tendance à vouloir sauter tout de suite aux conclusions, mais il faut résister à cette envie. Mettons-nous en situation. Une pénurie massive d'huîtres et de pétoncles frappe la côte est américaine. Spontanément, le réflexe, c'est de penser à quoi? À la pollution, au réchauffement climatique? C'est tellement tentant de l'écrire directement dans l'énoncé du problème. Mais les données ont révélé une cause à laquelle personne n'avait pensé. C'est la surpêche des grands requins qui a causé une explosion de la population de leur proie, les raies à nez de vache. Et qu'est-ce qu'elles mangent, ces raies-là? Exactement, les huîtres et les pétoncles. Sans une enquête rigoureuse, personne n'aurait pu deviner ça. C'est la preuve parfaite qu'il ne faut jamais présumer de la cause. OK, on a vu le cadre, on a vu les règles à suivre, mais à la fin de la journée, pourquoi faire tout cet effort? C'est quoi le gain? C'est simple, on transforme un problème en occasion et des doutes en résultats concrets. Rappelez-vous de ce chiffre, 200 000 $ par mois. Quand un énoncé de problème est capable d'inclure l'impact financier, ça capte tout de suite l'attention de la direction. Un problème bien chiffré, ça obtient des ressources. Un problème vague, ça se fait ignorer. Donc, pour résumer, l'essentiel à retenir, ce sont ces 3 qualités.
Un excellent énoncé de problème est factuel, il est basé sur des preuves, pas des émotions, il est quantifié avec des chiffres précis et il est impartial, complètement libre de causes ou de solutions préconçues. Et voilà, on a maintenant un problème qui est parfaitement défini. Mais ça soulève une autre question. Est-ce qu'il est trop gros pour être résolu? Dans notre prochaine capsule, on va justement voir comment bien délimiter la portée d'un projet pour s'assurer de réussir et pour préserver son énergie.